Alors, cette émission vous parvient en direct du studio Anne-Marie Pierre et on attend encore le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, et j'ai l'impression qu'il n'est pas très loin. On va y aller presque tout de suite avec Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Comment ça va, Paul Saint-Pierre Plamondon? Ça va occupé. Ça va? Ah oui, même. Je suis content que vous soyez très occupé. Ça met Bon du signe. dynamisme dans la vie. C'est bon signe. Idéalement, on serait occupé avec des choses plus constructives que des attaques personnelles du Ouais. premier ministre en chambre. Mais ça aussi, c'est peut-être un signe qu'on est pertinent lorsque, à court d'arguments, des adversaires choisissent de s'éloigner des discussions de fond pour aller sur des choses plus personnelles. Donc, nous, on va continuer notre travail. Donc, le premier ministre, on va avoir pris ça personnel. Parce que vous avez, si on récapitule, on va dire que vous estimez que la promesse du troisième lien qui est mise au rencard, eh ben, ça va être à peu près la même chose avec le REM de l'Est, n'est-ce pas? Pour vous, c'est du pareil au même. Il n'y aura pas de réalisation du REM de l'Est et le Premier ministre est fâché tout rouge et il vous a dit, entre autres, que vous n'auriez pas été élu. Ça, je trouve ça difficile, hein? N'était-ce du vol du vol de pamphlets dans votre comté? Mais à ma connaissance, c'est pas vous quand même qui avez volé, hein? À ma connaissance non plus. Euh, Ce qui est pire aussi, c'est que... à moins que vous ayez payé à la voleuse et d'appeler la presse en plus. Oui, mais en fait, pour revenir on va faire le dépliant, mais après on va revenir au sujet le plus important, là, c'est-à-dire l'Est de Montréal. Sur l'affaire des dépliants, non seulement j'ai gagné mon élection par 2700 voix contre la CAQ, devant le candidat de la CAQ. Donc, c'est pas comme si l'histoire du dépliant a empêché la CAQ d'avoir un candidat, et j'ai gagné par 2700 voix d'avance. L'autre chose, c'est que les projections, même s'il n'y avait pas eu de retrait de candidature lié à un dépliant, nos projections internes me donnaient gagnant par quelques centaines de votes. Peut-être j'aurais pas gagné, peut-être j'aurais gagné, on le saura jamais. Mais évidemment que c'est sournois et que c'est une tentative de me déconsidérer, de me décrédibiliser, que de répondre à une question légitime sur le troisième lien par une insinuation que je n'ai pas ma place à l'Assemblée nationale puis que je ne serais pas là si ce n'était pas d'un dépliant. Je laisse le premier ministre gérer ça. Il refuse de s'excuser. Il pense qu'il a raison. Donc ça, je le laisse avec ça. Parlons du sujet important. Moi, je pense en effet que ce qui se passe à Montréal, c'est presque identique à ce qui s'est passé à Québec pour le troisième lien. Vous le savez, l'Est de Montréal est sous-financé, notamment en matière d'infrastructures de transport collectif. Dans le cas de Québec, vous vous souviendrez que 2 élections de suite, la CAQ s'est engagée fermement à faire un troisième lien autoroutier. Il y a même des candidats qui ont dit qu'ils mettaient leur siège en jeu. On a dit étude, pas étude, on le fait, c'est politique, c'est notre choix. Et ensuite, on a complètement changé de cap le lendemain de l'élection. Pourquoi? Parce que c'était des promesses payantes électoralement, mais il n'y avait pas d'intention réelle, ni d'études sérieuses, pas d'intention réelle de le faire. Si on se tourne vers l'Est de Montréal, la CAQ a fait campagne en 2018 pour un réseau structurant de transport collectif par tramway. Elle n'a eu aucun scrupule après sa victoire, pas longtemps après, à prendre ce dossier-là et complètement changer d'idée et donner le projet à la Caisse de dépôt. Et comme vous le savez, lorsque la Caisse de dépôt a pris le projet, il y avait plusieurs problèmes, notamment la Caisse de dépôt s'intéressait à son propre profit privé et non pas au service de transport, mais également voulait le faire en mode aérien, ce qui soulevait, à juste titre, l'ire de plusieurs citoyens dans l'Est. On a perdu 3 ans. On a englouti 100 millions de dollars de fonds publics en études. Puis à la fin de tout ça, la CAQ arrive en campagne en 2022, puis elle dit « Non, mais croyez-nous. Croyez-nous, on va faire un réseau de transport, un REM de l'Est,
un projet de transport, on va le faire. Croyez-nous. Qu'est-ce que fait la CAQ quelques mois après l'élection? La même chose que pour le troisième lien à Québec. En douce, la ministre des Transports annonce pour 2026, donc la veille des prochaines élections, elle annonce non pas une pelletée de terre, non pas un projet qui débute. Elle annonce qu'elle va déposer un plan. C'est un plan. Ça ne veut rien dire, un plan, il n'y a rien de concret. Et donc, en 2026, lorsque la ministre déposera ce plan, ça veut dire qu'après 2 élections de promesses et 8 ans au pouvoir, il ne se sera passé que dalle. Oui. Il ne sera passé rien dans ce dossier-là. Donc, est-ce que c'est une façon de remettre le projet au calendrier grec? Et ça, d'autant que quand on prend Québec, quand on prend Lévis, c'est les régions et on sait le faible de ce gouvernement pour les gens des régions, n'est-ce pas? Mais dans la région métropolitaine de Montréal, il n'y a pas d'attache, n'est-ce pas? Presque pas de députés. Donc, si on a abandonné le troisième lien, certainement, pour les mêmes raisons, on peut abandonner le REM de l'Est, sauf que le REM est déjà en marche, là. Sauf le REM de l'Est, mais le REM est déjà en marche dans la région métropolitaine. Oui, donc ça veut dire que l'Ouest, traditionnellement a toujours voté pour les libéraux, a son projet, et l'Est, davantage francophone, n'aura pas de projet. Parce qu'il faut vraiment comprendre, quand un gouvernement, au terme de 8 ans de pouvoir, ce sera la situation de la CAQ en 2026, dit, dans ce dossier-là, moi, tout ce que je vais proposer, c'est quelques feuilles brochées ensemble, qui est un plan. En langage politique, c'est un langage un peu plus clair de remettre à plus tard. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, je pense que l'opposition devrait rougir un petit peu, se garder une petite gêne. Vous ne... Je ne parle pas de vous personnellement, vous n'étiez pas à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Mais cette opposition-là a démontré des failles importantes, que le gouvernement fasse un premier millage sur un projet et un deuxième égagne encore, et personne n'a prédit et personne n'a mis en lumière cette situation-là. Si la CAQ triomphe à ce point-là, 2 fois plutôt qu'une, c'est un peu à cause de la faiblesse de l'opposition, non? Vous parlez du REM de l'Est ou du troisième lien? Non, je parle du troisième lien. Ben, le troisième lien, moi, je pense que l'opposition a fait son travail. C'est un peu la même chose pour le REM de l'Est. On y est allé de nos propositions. Pour le troisième lien de Québec, l'ironie, c'est que notre proposition était mieux fouillée que celle du gouvernement lors des dernières élections. Et on proposait un lien direct de transport collectif entre Lévis et Québec. Et la nouvelle mouture proposée par la CAQ, c'est essentiellement ce que le PQ a proposé aux dernières élections. Donc, on a bien fait notre travail. Maintenant, c'est quand on n'a pas le pouvoir, on suggère, on met de la pression, mais on ne peut pas... donc, reprenons le REM de l'Est. Que voulez-vous qu'on fasse lorsque la CAQ fait campagne sur un tramway, se fait élire, change d'idée, puis donne tout ça à la caisse de dépôt en disant « arrange-toi ». On a chialé à l'époque, mais à part critiquer, en disant « vous respectez pas ce que vous avez dit », puis il y a des dangers avec la caisse parce qu'elle va faire un projet basé sur les profits et non pas sur les besoins de la population. On le dit. Il faut comprendre que le rôle de l'opposition est somme toute limité lorsqu'elle est devant un gouvernement qui a les pleins pouvoirs et qui, par surcroît, en temps de pandémie, avait la quasi-totalité de l'espace médiatique à tous les jours. Et je pense que la CAQ, à l'époque, n'a pas hésité à faire de la politique, à aller chercher un capital de sympathie à travers cette pandémie. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui jouent, à mon avis. Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'est-ce que ça vous fait de voir une unanimité par rapport aux propos du Premier ministre, unanimité dans le sens de dire que le Premier ministre n'avait pas le droit et qu'on demande que le Premier ministre s'excuse par rapport à ces propos utilisés? Vous parlez des attaques envers moi? Oui, contre vous, oui, justement. Bon, évidemment, c'est positif, mais en même temps, ça dénote une situation plus large. Évidemment, moi, je ne m'attends pas à ce que la population, là, les gens qui nous écoutent en ce moment à la radio, je ne m'attends pas à ce qu'ils écoutent eux-mêmes les périodes de questions. Moi-même, j'ai de la misère à écouter des fois tellement c'est pas édifiant. Mais la situation, c'est que le premier ministre
répond pas aux questions des oppositions et utilise souvent des attaques partisanes vers chacun des partis pour éviter de répondre. Il parle toujours de son adversaire au lieu de répondre à la question. C'est simplement que cette fois-ci, c'est allé encore plus bas parce que là, c'était une attaque non seulement partisane, mais vraiment personnelle, vraiment qui vise la crédibilité et la légitimité démocratique d'un des collègues élus. Donc, évidemment qu'il y a unanimité entre les partis d'opposition parce qu'il y a vraiment une fatigue de notre côté de poser des questions légitimes pour ensuite jamais obtenir une réponse en lien avec notre question. Moi, je pense que ça déconsidère la démocratie, ça déconsidère le parlementarisme, et les partis sont tous conscients de ça. Je pense qu'également, il y a des élus de la CAQ qui commencent à, de plus en plus, être très mal à l'aise avec cette façon de fonctionner. Dernière question, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui n'a pas rapport avec ce dossier, c'est le dossier de Radio-Québec qui décide de faire une série de conférences avec des gens, des décideurs, influenceurs et tout ça. Mais un politicien est bien choisi, on dit par la jeunesse, les jeunes qui ont choisi Gabriel Nadeau-Dubois. C'est lui mettre sous les feux des projecteurs. Comment vous jugez cette décision de Radio-Québec? Je pense que Télé-Québec a l'indépendance de choisir comment elle agit, mais elle a également un devoir à titre de diffuseur public d'impartialité. Puis l'impartialité, c'est de s'assurer que tous les points de vue, la manière de traiter, soit les partis politiques, les différents points de vue constitutifs de notre société sont traités équitablement. On attend toujours des détails sur pourquoi certains politiciens étaient en candidature et d'autres ne l'étaient pas. Ce que mon collègue Pascal Bérubé a soulevé, c'est que c'est probablement pas dans la mission d'un diffuseur public d'organiser des tournées pour un politicien, un chef de parti et pas les autres. Est-ce que c'est la question la plus importante qu'on a à gérer en ce moment? Non. Et je ne me plains pas que Gabriel Nadeau-Dubois ait accepté l'invitation. Je pense que comme politicien, on accepte toujours les invitations. Mais Télé-Québec, en effet, doit répondre à certaines questions sur comment tout ça fonctionne, dans le but de conserver une impartialité, puis une équité sur le plan politique, lorsqu'on parle ici d'une entreprise qui est financée à même les fonds publics. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler, Monsieur Plamondon. À très bientôt. Merci, au revoir. Oui. Exactement, 17h33. On fait la pause commerciale, la demi de l'heure, mesdames, messieurs. On revient pour la suite dans un tout petit moment. Ça sera avec notre collègue Éric Lantier, coach spécialiste en intelligence genrée.